commencer rapidement, avant de donner la parole à ceux qui sont autour de moi et qui savent beaucoup mieux de moi de quoi ils parlent, revenons sur Frankenstein lui-même. Le roman de Shelley, donc paru de Mary Shelley, paru en 1818, est considéré comme un des textes fondateurs de la science-fiction. Le terme de texte fondateur est toujours un terme assez délicat. Même si Gernsback plus tard a décidé de prendre deux auteurs et d'en faire les grands anciens de la science-fiction, on découlerait de Wells et de Verne de l'autre côté, c'est une manière d'envisager le genre. D'autres estiment simplement que la science-fiction, loin des interprétations modernes, fait simplement partie de la littérature et que les racines du traitement littéraire de l'imaginaire scientifique sont bien plus profondes et bien plus anciennes dans la littérature, et que le genre qui se cristallise en termes de science-fiction, finalement, n'est qu'une cristallisation éditoriale à un moment donné, mais que de plein droit, on peut remonter à Lucien de Samosate, on peut remonter à l'Utopie de Thomas More, ou jusqu'au premier texte, comme l'épopée de Gilgamesh, de plusieurs milliers d'années, dans le cas de Pierre Versins. Par contre, on s'accorde à peu près en général à dire que oui, Frankenstein est un moment particulier de la littérature, par la composition du roman, par son hybridité générique, entre roman noir, roman gothique, et d'un traitement nouveau, novateur pour l'époque, et qui a marqué son temps, justement, du fait scientifique, et dans le cas qui nous intéresse ici, dans la création de corps et la création d'un être. Le roman, on reviendra avec Jean-Louis sur les origines, sur le texte original et sur son importance, a été popularisé évidemment dans la fiction populaire à travers les films à partir des années 30, qui eux-mêmes ont imposé une couche supplémentaire et une déformation du personnage, on reviendra dessus. Déjà la confusion moderne dans la culture populaire, évidemment, du nom du scientifique accordé à la créature, mais sur la créature elle-même, et même sur le sens ou la valeur du récit. Les films sont le lieu d'une autre hybridité générique et ont introduit une apparence différente, un sens différent, qui eux-mêmes ont eu des suites extrêmement prolifiques, non seulement dans les séries de films, mais jusqu'à aujourd'hui, fait partie d'un de ces personnages qui a complètement échappé à son cadre littéraire et même médiatique original, pour devenir une figure ludique, travaillé, retravaillé, déformé, qui traverse les genres et qui est un marqueur en fait de culture générale, une culture populaire, mais extrêmement éloignée finalement du projet littéraire original et du pari de Byron. Sans plus attendre, j'aimerais revenir justement sur deux choses, qui seraient, et là évidemment je vais vous laisser la parole, sur de quelle manière effectivement peut-on dire que Frankenstein est un livre fondateur, avec toutes les guillemets que j'ai mis avant, de la science-fiction moderne. Alors, je ne suis pas nécessairement partisan de la thèse qui en fait un ouvrage fondateur, pour deux raisons. Mais d'abord, je vais quand même plaider un peu le pour, parce qu'il y a, à tout le moins, des raisons pour l'inclure dans l'histoire de la science-fiction, sans hésiter. Et effectivement, c'est peut-être le premier ouvrage qu'on peut appeler de proto-science-fiction à marquer son temps. Uniquement vraiment dans le monde anglo-saxon, dans le monde anglophone du 19e siècle, mais par contre, dans ce monde, il est devenu presque tout de suite, en moins de 5 ans, une référence culturelle qui est restée, quand on regarde la littérature du 19e, le théâtre du 19e, est invoqué par des politiciens, des commentateurs. C'est devenu pratiquement tout de suite une métaphore. Et pour revenir justement à ce cinéma du 20e, lui-même souvent tributaire de certaines mythologies du 19e, quand on pense à des monstres classiques comme le vampire, le loup-garou, la momie, Frankenstein, qui s'ajoute un peu à ce panthéon, a quand même cette particularité d'être né non pas de phénomènes surnaturels, fantastiques, mais d'être le produit dans le roman, parce qu'effectivement, il y a les adaptations qui ne sont pas toujours fidèles au roman, mais dans le roman, c'est vraiment une expérience scientifique. Et cette double conjonction d'un défi, d'un défi lancé à l'ordre de la nature, dans le sens où c'est un homme qui met au monde une créature vivante,
mal, et dans le sens où c'est un défi lancé à l'ordre divin, dans le sens où c'est un homme, un être humain qui donne la vie à la matière, mais par la science, et non pas par la magie, la sorcellerie ou quoi que ce soit. Et le fait qu'il y a ce retentissement presque immédiat au XIXe siècle, et encore aujourd'hui, c'est ce qui en fait peut-être pas un roman fondateur, mais quand même un roman qui mérite d'être noté dans les annales. Quant au contre, je vais être très rapide pour l'instant, et peut-être qu'on y reviendra au besoin, c'est qu'effectivement, comme Daniel l'a dit, il y a deux contre-arguments. D'abord, il y a une longue histoire et de la proto-science-fiction. De mon point de vue, il y a le XVIIe siècle est une meilleure date pour voir surgir de la proto-science-fiction, puisque c'est aussi les débuts de la science moderne. Et il y a plusieurs auteurs au XIXe, en France, on a Cyrano de Bergerac, qui s'appuient sur la science moderne de leur époque pour imaginer des fictions. Et ce n'est qu'un nom, il y a plus de 10, 20 autres auteurs, y compris d'ailleurs d'autres auteurs féminines qui, au XVIIe et au XVIIIe siècle, écrivent de la proto-science-fiction bien avant qu'on arrive à Shelley. Et l'autre argument, pour quand même se méfier un peu de ce terme fondateur, c'est que, comme j'ai dit, son retentissement est immense dans le monde anglophone, mais à peu près nul dans le monde francophone. Et quand même, la science-fiction doit beaucoup à Jules Verne, des auteurs francophones du 19e. Oui, pour rebondir, moi ce qui m'a frappé à la relecture, donc relativement récente, du texte de Shelley, dans une traduction en français, donc peut-être qu'il y a des différences avec l'original, là tu pourras éventuellement corriger, c'est que l'aspect scientifique, alors, qui est incontestable, mais il est que très peu évoqué dans le roman. C'est quelques pages à peine sur l'ensemble. Le laboratoire de Frankenstein n'est quasiment pas décrit. On parle du laboratoire, de son matériel, etc., mais il n'y a pas de description. Le mot même électricité n'apparaît pratiquement pas. On parle de galvanisme, je crois, ou d'électrode à un moment, enfin, peut-être une ou deux occurrences, mais c'est tout. Donc on comprend plus ou moins ce qui se passe, mais on parle des études d'anatomie, de Einstein, mais également le côté de ces études on parle de son cursus en anatomie et en chimie, voilà. Mais c'est davantage ça qui est mis en avant. Sinon, le moment de la naissance de la créature, la préparation du laboratoire, etc., enfin, tout ça est vraiment rapidement évacué par Mary Shelley. Enfin, je pense qu'il y a de bonnes raisons pour ça aussi, entre l'époque, et le côté donc science-fictif, davantage c'est le cinéma qui l'a imposé, c'est l'image qui a imposé, voilà, ces laboratoires démentiels de savants fous, enfin voilà, tout ça n'est pas dans le roman, même si incontestablement, voilà, c'est par la méthode scientifique que la créature vient au monde, ça c'est évident. C'est en effet ce qui frappe à peu près tous les lecteurs modernes de science-fiction non avertis. J'en parlais justement il y a 2 ou 3 jours avec mon ami Yves Ménard, qui lui lisait vraiment pour la première fois et était effectivement très déçu. Et je pense que oui, quand j'ai lu ça il y a plusieurs décennies, c'était aussi ma propre déception. Ça nous dit quelque chose sur la façon dont la science-fiction moderne traite de nos jours la science. Cela dit, il ne faut pas se tromper quand même, il y a plusieurs pages où on nous montre l'éducation scientifique de Victor Frankenstein en rapport avec les sciences nouvelles et modernes du XVIIIe siècle. On fait allusion à l'expérience dite de Franklin avec le cerf-volant. Et après, il va à l'université et il fait face à des professeurs qui rejettent l'alchimie, la médecine ancienne et privilégient plutôt donc, les nouvelles sciences modernes. Donc, même si c'est relativement bref dans le roman, il y a cela. Et il y a aussi quelque chose que, justement, les lecteurs modernes ne voient pas du tout, mais qui est en fait le cadre complet du roman, c'est-à-dire les lettres de Robert Walton à sa sœur. Robert Walton est un explorateur, qui veut dire qu'il veut ajouter à la géographie, et de nos jours, on l'oublie, mais la géographie est une science, et était encore plus une science à l'époque de Mary Shelley. Donc, tout le roman est inscrit dans une entreprise scientifique de découverte et d'exploration, et qu'on a tendance à ne pas voir parce qu'elle est trop évidente peut-être, ou justement on a un regard anachronique. Et effectivement,
la création elle-même de Frankenstein, du monstre de Frankenstein, et un moment qui est passé presque sous silence par Mary Shelley. Ce sont des pièces de théâtre qui vont parfois être les premières au 19e siècle à montrer un peu plus ouvertement cette naissance du monstre. Shelley joue même sur les mots. Il y a dans une des éditions une allusion à l'étincelle de vie qui peut... Et comme on sait que... et de vie, même entre parenthèses, et comme on sait que Frankenstein a fait des études en électricité, en même temps que de la chimie et les autres nouvelles sciences, on peut inférer que c'est un moment électrique. Il y a une autre scène du roman dans la jeunesse de Frankenstein, la foudre a frappé un arbre, et donc la culture populaire s'est emparée de ces différents éléments. Et aussi, Shelley, dans la préface de 1831, avoue que oui, le galvanisme était à l'origine de son inspiration, mais c'est ça, elle l'a pas mis dans le roman. Et il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas mis dans le roman, et on a, justement, quand on se penche là-dessus, on a l'impression qu'elle a laissé les lecteurs et lectrices deviner des choses, par rapport aussi au sous-texte politique du roman, par exemple.